Je vais vous montrer quelque chose qui pourrait complètement changer la façon dont vous pensez à votre médicament contre le cholestérol, à votre dernier rendez-vous chez le cardiologue, et à un fruit qui se trouve dans les rayons du supermarché depuis toute votre vie, mais dont personne ne vous a jamais dit qu'il pouvait faire quelque chose que la plupart des médicaments sur ordonnance ne peuvent pas faire. Quelque chose à propos d'un essai clinique si dérangeant pour l'industrie pharmaceutique qu'il est resté enfoui dans des revues de recherche cardiovasculaire pendant 2 décennies, pendant que la prise en charge standard continuait à distribuer des statines. Quelque chose à propos de 5 mécanismes biologiques précis qui agissent en ce moment même à l'intérieur des parois de vos artères, des mécanismes que votre médecin n'a probablement jamais mesurés, jamais testés et presque certainement jamais mentionnés. Et quelque chose à propos du fait le plus important concernant ce fruit que presque tous les seniors comprennent catastrophiquement mal. Une erreur qui transforme un médicament cardiovasculaire en arme cardiovasculaire. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi un fruit bien précis est la seule substance naturelle jamais démontrée dans un essai clinique capable de dissoudre physiquement la plaque existante dans les artères humaines. Pourquoi 5 de ces mécanismes s'attaquent à la cause profonde des maladies cardiovasculaires à un niveau que les statines ne peuvent pas atteindre. Et pourquoi la manière dont la plupart des seniors consomment ce fruit détruit activement les artères qu'ils essaient de protéger. Restez avec moi, car tout commence avec un homme nommé Gerald. Et la conversation que Gerald a eue avec son cardiologue un mardi après-midi de mars est la raison pour laquelle vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de vous dire quel est ce fruit, vous devez savoir ceci. Il existe une bonne façon et une mauvaise façon de le consommer. La mauvaise façon est celle que la plupart des seniors utilisent. La mauvaise façon produit exactement les dommages cardiovasculaires que la bonne façon empêche. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez la différence, car cette différence n'est pas évidente, et personne au supermarché ne vous l'expliquera. Gerald avait 71 ans. Il vivait à Phoenix, en Arizona. Sa femme, Carol, l'avait regardé prendre son comprimé de statine chaque soir pendant 9 ans. Avec la régularité d'un homme qui considérait l'observance de son traitement avec le même sérieux que son ancien service militaire. Elle faisait renouveler l'ordonnance 2 semaines avant qu'elle ne soit épuisée. Il ne manquait jamais une dose. Sur le comptoir de la cuisine, à côté de l'évier, il y avait une petite coupelle en céramique. Chaque soir après le dîner, le comprimé l'y attendait. Et chaque soir, il le prenait. Gerald prenait une statine depuis 9 ans. Son cholestérol LDL était à 98, bien dans la zone que son cardiologue appelait « excellente ». Son cholestérol total était 172 Rau. À chaque rendez-vous, son médecin lui disait que ses chiffres étaient maîtrisés, que le médicament fonctionnait et qu'il faisait tout correctement. Pendant 9 ans. Gerald l'avait cru. Il marchait tous les matins. Il prenait son comprimé chaque soir. Il surveillait son alimentation avec la rigueur d'un homme qui savait que son cœur était ce qui le maintenait en vie. Il avait tout fait correctement. Ce mardi de mars était un simple contrôle de routine. Gerald avait conduit lui-même. Il s'était garé à la même place que d'habitude. Il s'était enregistré auprès de la même réceptionniste qu'il connaissait par son prénom depuis 6 ans. Il avait attendu 11 minutes. Il avait apporté un livre de poche. Il n'était pas inquiet. Il n'avait aucune raison qu'à de l'être. Ses chiffres étaient excellents. Son cardiologue examinait les images sur l'écran avec cette expression attentive et neutre que Gerald avait appris à lire au fil des années. La pause avant qu'il ne parle fut un peu plus longue que d'habitude. Pas énormément, juste un peu. La conversation qui suivit n'était pas celle que Gerald attendait après 9 ans de chiffres parfaits. Sa plaque avait augmenté, pas de façon dramatique. Pas au point de nécessiter une intervention urgente, mais immesurablement. Année après année, l'épaisseur de l'intima média de son artère carotide augmentait. La paroi de l'artère principale qui transporte le sang vers son cerveau était plus épaisse qu'il y a 5 ans, plus épaisse qu'il y a 2 ans. Elle s'épaississait silencieusement, lentement, dans un corps dont les analyses indiquaient pourtant que tout était sous contrôle. Gerald posa une seule question à son cardiologue. Il la posa comme un homme qui soupçonne déjà que la réponse ne sera pas confortable. Si mes chiffres sont si bons, pourquoi la plaque continue-t-elle d'augmenter? Le cardiologue fit une pause. Pas la pause d'un homme qui ne connaît pas la réponse. La pause d'un homme qui réfléchit à la façon de la dire. Il répondit, « Parce que faire baisser le chiffre n'est pas la même chose que stopper le processus. » Gerald resta silencieux un instant. 9 ans.
Le comprimé chaque soir. Carole renouvelant l'ordonnance en avance. Les promenades, le régime. Et malgré tout cela, la plaque avait continué à se développer. Alors Gérald demanda « Qu'est-ce qui arrête le processus ?» Son cardiologue répondit « C'est la bonne question. » Puis il ajouta quelque chose d'autre. Quelque chose que Gérald répéterait mot pour mot à Carole dans le parking après le rendez-vous. Il dit « Pour être honnête, j'ai été formé à gérer les chiffres. Tout ce que je sais sur la façon d'arrêter réellement le processus, j'ai dû aller le chercher moi-même. » Gérald rentra chez lui et raconta la conversation à Carole. Elle resta silencieuse un moment. Puis elle prit la petite coupelle en céramique du comptoir, celle qui avait contenu le comprimé de statine chaque soir pendant 9 ans, et la déplaça simplement de l'autre côté de la cuisine. Elle ne la jeta pas, elle la déplaça. Puis elle dit « Peut-être que ça n'a plus besoin d'être au centre du comptoir. » Elle ne savait pas encore ce qui allait la remplacer. Cette réponse est ce dont parle cette vidéo. Maintenant, je dois vous dire quelque chose sur le cholestérol que votre médecin ne vous a peut-être jamais expliqué. Et vous devez retenir ceci car cela change tout ce qui suit. Votre LDL ne provoque pas les crises cardiaques, c'est le LDL oxydé qui les provoque. Imaginez le LDL normal comme du fer. Le fer est solide, le fer est structurel, le fer a sa place dans le corps. Maintenant, imaginez ce qui se passe quand le fer reste exposé à l'air et à l'humidité. Il rouille. La rouille est faite du même matériau que le fer, mais elle est dégradée, fragile, réactive et destructrice. Le LDL oxydé, c'est du cholestérol rouillé. Lorsqu'un radical libre, une molécule d'oxygène instable, entre en collision avec une particule de LDL et la modifie chimiquement, ce LDL passe d'un simple élément utile à une forme biologiquement corrosive. Et le cholestérol rouillé ne rebondit pas contre les parois des artères. Il s'y incruste. Le LDL de Gérald était de 98. Excellent. Mais personne n'avait mesuré combien de ce LDL était oxydé. Personne n'avait cherché la rouille. Il existe pourtant un test qui mesure spécifiquement le LDL oxydé. Il s'appelle le test OXLDL1. C'est une simple prise de sang. Elle prend quelques jours à analyser. Elle coûte à peu près autant qu'un bilan lipidique classique. La plupart des cardiologues peuvent le prescrire. La plupart des assurances le couvrent, mais la plupart des patients ne l'ont jamais fait. Parce qu'il ne fait pas partie du bilan cardiovasculaire standard. Le bilan standard mesure le LDL total, le HDL, les triglycérides, leur ratio, mais il ne mesure pas la rouille. Gérald avait fait 11 bilans lipidiques en 9 ans. Il n'avait jamais fait de test OXLDL. Et voici la partie que personne ne lui avait dite pendant 9 ans. Les statines réduisent la quantité totale de fer. Elles n'empêchent pas le fer de rouiller. Le processus d'oxydation continue, quel que soit le niveau de cholestérol. Un senior peut avoir un LDL parfaitement contrôlé à 90 et une fraction de LDL oxydé très élevée. La statine a réduit le fer, le pourcentage de rouille a augmenté et la plaque a continué de se former. Alors qu'est-ce qui transforme le fer en rouille? Qu'est-ce qui produit les radicaux libres qui oxydent le LDL? 3 sources principales. 1. L'inflammation artérielle chronique, liée au syndrome métabolique, à la résistance à l'insuline et à l'alimentation industrielle moderne. 2. La fumée de cigarette, passée ou présente, qui produit d'énormes charges de radicaux libres. 3. Le stress oxydatif du vieillissement. Lorsque les systèmes antioxydants naturels du corps diminuent après 50 ans. Les 3 étaient présents dans le corps de Gérald. Aucun n'était traité par la statine. Alors qu'est-ce qui arrête ce processus? La réponse arrive. Mais avant cela, vous devez comprendre ce qui se passe dans la paroi de vos artères lorsque le cholestérol oxydé arrive. Car ce que fait votre système immunitaire ensuite est dans le véritable mécanisme derrière chaque crise cardiaque. Et c'est l'un des processus les plus troublants de la biologie cardiovasculaire. Quand le LDL oxydé pénètre la paroi artérielle, le système immunitaire le détecte comme un envahisseur. Il envoie son équipe de nettoyage, des globules blancs appelés macrophages. Le macrophage arrive, il engloutit le cholestérol oxydé. Il fait exactement ce qu'il doit faire. Le macrophage n'est pas le méchant. C'est un héros débordé. La réponse immunitaire est correcte. Le problème n'est pas l'équipe de nettoyage. Le problème est
la vitesse à laquelle la rouille continue d'arriver. Tant que l'oxydation transforme le LDL normal en LDL oxydé, les macrophages continuent d'arriver. Ils mangent, encore et encore, jusqu'à ce qu'ils soient tellement remplis de graisse oxydée qu'ils ne puissent plus fonctionner. Il ne peut plus repartir. Il est coincé dans la paroi de l'artère, gonflé, toxique, en train de mourir. À ce stade, les scientifiques lui donnent un nom qui décrit parfaitement ce qu'il est devenu. Une cellule spumeuse. Imaginez une équipe de nettoyage venue enlever des déchets, qui en a mangé trop, qui est morte dans le couloir, et qui est devenue le bouchon. Puis d'autres équipes sont arrivées pour nettoyer l'équipe morte, ont mangé trop, sont mortes. D'autres sont venues, d'autres sont mortes, et le couloir s'est rempli. C'est ça, le cœur nécrotique. Pas une substance étrangère, pas un envahisseur extérieur. Vos propres cellules immunitaires envoyées pour vous protéger, détruites par ce qu'elles étaient censées enlever, et qui s'accumulent en couches à l'intérieur de la paroi du vaisseau, qui devrait transporter le sang proprement vers votre cerveau et votre cœur. Les cellules immunitaires que votre corps a envoyées pour réparer le problème sont maintenant le problème. Quand des millions de cellules spumeuses s'accumulent dans la paroi artérielle, meurent et s'empilent, elles forment une structure appelée cœur nécrotique. Dense, toxique, en expansion, enveloppée d'une fine ou coiffe fibreuse. La seule barrière entre ce noyau toxique et votre circulation sanguine. Cette structure, c'est la plaque qui tue, pas le chiffre du cholestérol. Les cellules spumeuses se sont formées parce que le cholestérol était oxydé. Le LDL de Gerald était à 98 et sa plaque continuait de croître parce que le cholestérol rouillé continuait d'arriver sur ses parois artérielles, continuait de déclencher la réponse immunitaire, continuait de produire de nouvelles cellules spumeuses, pendant que sa statine maintenait magnifiquement le chiffre total. Alors, ces cellules spumeuses peuvent-elles être inversées? La plaque peut-elle réellement nous rétrécir? La réponse à cette question est la chose la plus importante de cette vidéo. Et je vais vous faire attendre encore un peu. Parce qu'avant de comprendre l'inversion, vous devez comprendre deux autres choses qui sont en train d'échouer dans votre corps, en ce moment même. Deux échecs qui rendent le problème des cellules spumeuses dramatiquement pire. Le premier concerne précisément ce que votre médecin vous a dit être protecteur. Votre HDL. Votre bon cholestérol. On vous a dit que le HDL est bon parce qu'il retire le cholestérol des artères et le ramène au foie. C'est vrai. Mais ce qu'on ne vous dit jamais, c'est pourquoi. Le HDL peut faire cela. Et pourquoi, chez la plupart des seniors de plus de 65 ans, il a cessé de le faire efficacement. Le HDL ne travaille pas seul. Il transporte à sa surface une enzyme microscopique appelée paraoxonase 1 ou PON. PON1 est un tireur d'élite biologique. Son travail entier est de circuler dans le sang, d'identifier le LDL oxydé, le cholestérol rouillé, et de le neutraliser avant qu'il puisse pénétrer la paroi artérielle et déclencher la cascade des cellules spumeuses. C'est PON1 qui rend le HDL bon, pas le HDL lui-même, l'enzyme qui voyage sur son dos. Avec l'âge, l'activité de PON1 diminue. Le tireur d'élite s'endort. Le HDL circule toujours. Il apparaît toujours sur la prise de sang comme un chiffre rassurant. Mais sans une PON1 active, il tourne dans le sang en faisant presque rien d'utile. Un agent de sécurité présent, en uniforme, est profondément endormi pendant que le LDL oxydé passe devant lui sans être inquiété. Le HDL de Gerald était à 52. Son médecin lui avait dit que c'était sain. Ce que son médecin n'a jamais mesuré, c'est son activité PON1. Le tireur d'élite était endormi depuis des années. La patrouille tournait. Le garde ne gardait rien. Quelque chose de très précis réveille ce tireur d'élite. Je vous le montrerai dans un instant. Mais d'abord, comprenez le coup d'un tireur endormi. Chaque heure où PON1 est inactive, du LDL oxydé circule sans opposition. Chaque heure, une fraction de ce cholestérol rouillé pénètre les parois artérielles, déclenche les macrophages, produit de nouvelles cellules spumeuses, ajoute au cœur nécrotique. Pas bruyamment, silencieusement. Comme la plaque de Gerald qui grandissait depuis 9 ans, alors que son HDL semblait parfait sur chaque bilan. Parce que personne ne mesure ce que le HDL fait réellement. On vérifie juste qu'il est là. Les données cliniques sur la baisse de PON1 avec l'âge sont cohérentes dans toutes les études. L'activité commence à baisser de manière notable après 50 ans. À 70 ans, la plupart des seniors ont une fonction PON1 nettement réduite par rapport à leur jeunesse.
Le garde n'est pas seulement endormi, il dort depuis 20 ans, et le cholestérol rouillé est passé devant lui tout ce temps. Quelque chose de précis le réveille. Je vous le montrerai dans un moment. Mais avant cela, il y a un troisième échec à l'intérieur de vos artères, plus immédiatement dangereux que tout ce qu'on a évoqué, car celui-ci détermine si vous ferez une crise cardiaque mi-demain matin ou non. La plaque ne vous tue pas parce qu'elle existe. La plaque vous tue parce qu'elle se rompt. Une plaque stable, une plaque avec une coiffe fibreuse épaisse et intacte, peut rester dans une artère pendant des décennies sans provoquer d'événements. La coiffe tient. Le cœur nécrotique toxique reste scellé. Le sang contourne l'obstacle. La personne vit. C'est ce que votre cardiologue espère quand il regarde une imagerie et dit « la plaque est stable ». Mais à l'intérieur de cette plaque, un groupe d'enzymes rebelles travaille constamment pour détruire cette coiffe. On les appelle métalloprotéinases matricielles, ou MMP. Pensez-y comme à des ciseaux microscopiques. Leur rôle normal est le remodelage tissulaire, couper et reconstruire le collagène pour maintenir la structure des vaisseaux. Mais dans une artère inflammée, les MMP s'emballent. Elles coupent le collagène de la coiffe fibreuse. Elles l'amincissent, elles l'affaiblissent, jusqu'à ce que la coiffe soit aussi fine que du papier, et que le cœur nécrotique soit à une seule poussée de tension artérielle du matin de percer la surface. Quand la coiffe se rompt, le cœur nécrotique explose dans le sang. Le sang voit ce noyau lipidique exposé et forme un caillot d'urgence. En quelques secondes, un vaisseau partiellement obstrué devient totalement obstrué. Crise cardiaque, AVC, un corps qui gérait bien ses chiffres et qui ne survit pas au mardi matin. Les ciseaux MMP travaillent dans les artères de Gérald en ce moment, et la dernière fois que quelqu'un a vérifié, c'était jamais, parce que l'activité des MMP ne figure pas dans une prise de sang standard. Ce qui rend ce mécanisme terrifiant, c'est le timing. Les cytokines inflammatoires, les signaux chimiques de l'inflammation, atteignent un pic dans les heures du petit matin. La même fenêtre de 4 heures à 6 heures du matin, où le pic de PAI1 coupe le système qui dissout les caillots, comme expliqué dans une vidéo précédente. Les ciseaux MMP tournent plus vite exactement au moment où la capacité du corps à répondre à la rupture qu'il provoque est la plus faible. La plaque est la plus fragile à 4 heures du matin. Le système anti-caillot est ralenti à 4 heures du matin. Le patient dort. Le sang s'épaissit. Et la coiffe se fait amincir chimiquement par des enzymes à leur pic d'activité. Gérald se couche avec une plaque stable et se réveille. Ou ne se réveille pas, selon ce que les ciseaux MMP ont fait pendant son sommeil. Freiner ces ciseaux n'est pas un petit avantage. C'est la différence entre une plaque avec laquelle on peut vivre et une plaque avec laquelle on ne peut pas. Il existe quelque chose qui freine chimiquement ces ciseaux. Ça coûte moins cher que votre café du matin, et c'est la même substance qui réveille le tireur PON1, inverse la cascade des cellules spumeuses, et produit dans les essais cliniques un résultat qu'aucun médicament pharmaceutique n'a jamais reproduit. Mais avant de vous dire ce que c'est, je dois vous expliquer un dernier mécanisme, parce que celui-ci est le retournement le plus surprenant de toute cette vidéo. C'est la partie que presque personne n'entend. Et une fois que vous la comprenez, vous comprendrez pourquoi la façon dont la plupart des seniors consomment ce fruit n'est pas seulement inefficace. Elle aggrave activement les choses. Votre corps fabrique déjà la molécule exacte qui ouvre vos artères. Elle s'appelle l'oxyde nitrique. Les cellules endothéliales qui tapissent vos artères la produisent en continu via une enzyme appelée ENOS, la NO-synthase endothéliale. Pensez à ENOS comme à l'usine. Elle tourne 24 heures sur 24, produisant le signal qui dit à l'artère « Reste ouverte, reste souple, reste protégée ». Quand l'oxyde nitrique atteint la couche de muscles lisses, il envoie un seul message « Relâche-toi, ouvre-toi, dilate-toi, laisse passer le sang ». Chaque médicament contre l'hypertension essaie d'imiter ce que l'oxyde nitrique fait naturellement. Dans un corps jeune et sain, l'oxyde nitrique est produit, survit assez longtemps pour atteindre le muscle lisse et l'artère s'ouvre. Dans le corps d'un senior en stress oxydatif, quelque chose d'autre se produit. Un radical libre spécifique, appelé anion superoxyde, circule à des niveaux élevés chez toute personne ayant une inflammation artérielle, et il intercepte chimiquement l'oxyde nitrique en quelques millisecondes après sa production. Les deux molécules réagissent et forment un composé appelé peroxynitrite. L'oxyde nitrique est détruit. L'artère ne reçoit jamais le signal d'ouverture. Et le peroxynitrite n'est pas seulement un déchet, il est lui-même toxique pour l'endothélium.
Il endommage l'enzyme ENOS qui produisait l'oxyde nitrique. Cela crée une boucle auto-renforçante. Le superoxyde détruit l'oxyde nitrique. Le peroxynitrite endommage l'usine. L'usine produit moins d'oxyde nitrique. Il y a moins de protection. Le superoxyde détruit encore plus d'oxyde nitrique. La capacité de l'artère à se protéger se dégrade de plus en plus vite à mesure que l'environnement oxydatif s'aggrave. Votre corps envoie le message. Quelque chose tue le messager avant qu'il n'arrive. Le muscle lisse reste contracté. L'artère reste rigide. La pression artérielle reste élevée. Et parce que le glycocalyx, la couche protectrice gélatineuse qui recouvre la surface endothéliale, dont nous avons parlé dans une vidéo précédente, a besoin du signal de l'oxyde nitrique pour fonctionner correctement, sa dégradation s'accélère en même temps. La paroi de l'artère devient à la fois rigide et non protégée. Il existe un terme clinique pour décrire ce qui se produit lorsque l'oxyde nitrique est intercepté de manière chronique et que le muscle lisse ne se relâche jamais, la dysfonction endothéliale. C'est le stade mesurable le plus précoce des maladies cardiovasculaires. Il apparaît avant la plaque détectable, avant l'hypertension mesurée en consultation, avant les symptômes. L'endothélium échoue silencieusement. Les messages d'oxyde nitrique sont détruits et l'artère se rigidifie année après année. Les médicaments contre l'hypertension fonctionnent en forçant le muscle lisse à se relâcher par une action chimique. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est empêcher les radicaux superoxydes de détruire l'oxyde nitrique. Ils contournent le problème. Le superoxyde continue d'agir. Le messager continue d'être détruit. Le médicament force la porte à s'ouvrir malgré tout. Mais dès que le médicament quitte l'organisme, la porte se referme, parce que l'interception sous-jacente n'a jamais été corrigée. Qu'est-ce qui protège l'oxyde nitrique suffisamment longtemps pour qu'il puisse faire son travail? Qu'est-ce qui chasse le radical superoxyde avant qu'il n'intercepte le signal? Cette réponse explique les résultats sur la pression artérielle observée dans l'étude d'Aviram. La baisse de 21 points de pression systolique dans le groupe consommant de la grenade ne provenait pas d'un relâchement direct du muscle lisse. Elle provenait de l'élimination du radical qui empêchait l'oxyde nitrique de faire son travail. Le corps s'est réparé lui-même. Le mécanisme a été restauré. L'artère a fait ce qu'elle essayait de faire depuis toujours. La réponse est le fruit. Et il est temps de vous montrer lequel. La grenade. Et voici la partie dont les médecins parlent rarement. Les punicalagines, une classe de polyphénols présents dans la grenade à des concentrations que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le règne végétal. Lorsque les punicalagines entrent dans la circulation sanguine, elles font quelque chose qu'aucun médicament pharmaceutique n'a été conçu pour faire simultanément. Elles agissent comme un parapluie biologique pour l'oxyde nitrique, neutralisant les radicaux superoxydes qui interceptèrent le signal. Elles prolongent la demi-vie biologique de l'oxyde nitrique qui passe de quelques millisecondes, trop court pour atteindre le muscle lisse, à plusieurs secondes, suffisamment longtemps pour que le message arrive. Suffisamment longtemps pour que l'artère se relâche enfin. Mais ce n'est que le cinquième mécanisme. Voyons les 4 premiers. Les cellules spumeuses, dont nous avons parlé, ces macrophages gonflés remplis de cholestérol oxydé qui s'accumulent dans la paroi artérielle et forment le cœur nécrotique de la plaque, ne sont pas permanentes. Les punicalagines déclenchent un processus appelé efflux du cholestérol. La traduction est simple. Les cellules spumeuses sont forcées de libérer le cholestérol oxydé qu'elles retenaient. Elles le rejettent dans la circulation sanguine, où le foie peut le traiter et l'éliminer. Le cœur nécrotique commence à se creuser. La plaque rétrécit physiquement, de l'intérieur. La plaque peut-elle réellement régresser? Oui, dans certaines conditions. L'évacuation des cellules spumeuses en fait partie. Pour le tireur d'élite PON1, l'enzyme sur le HDL qui est endormi chez la plupart des seniors. Des essais cliniques sur l'extrait de grenade ont montré une augmentation de l'activité PON1 pouvant atteindre 20%. Le tireur d'élite se réveille. Le HDL qui circulait inutilement devient très actif contre le LDL oxydé. La rouille est chassée et détruite avant d'atteindre la paroi artérielle. Pour les coincisos MMP qui amincissent la coiffe fibreuse de la plaque, les punicalagines sont un inhibiteur chimique direct. Elles se lient aux ciseaux et les émoussent. Ils ne peuvent plus couper. La coiffe fibreuse cesse de s'amincir et commence à s'épaissir et à se renforcer. Une plaque vulnérable devient une plaque stable. Et le cinquième mécanisme, le parapluie d'oxyde nitrique, permet enfin à l'artère de recevoir le signal qu'elle essaie d'envoyer depuis des années. 5 mécanismes, dans un seul fruit.
Maintenant voyons les preuves cliniques. Ce que le docteur Michael Aviram a observé au Rambam Medical Center en Israël n'est pas seulement un mécanisme biologique. C'est une réalité clinique, de vrais patients, de vraies artères, de vraies images, et des résultats qu'aucun médicament pharmaceutique n'a reproduits dans l'histoire de la cardiologie. Avant de vous montrer les chiffres, comprenez ceci. Il existe deux types d'interventions cardiovasculaires. La première, ralentit la progression. Les statines, les médicaments contre l'hypertension, les changements de mode de vie. Ils ralentissent l'accumulation de plaques. Ils ne font pas régresser la plaque existante. Aucun médicament du traitement standard n'a démontré dans un essai clinique rigoureux qu'il pouvait réduire une plaque athérosclérotique existante chez l'être humain. La médecine cardiovasculaire actuelle vise la gestion et le ralentissement, pas l'inversion. L'inversion est généralement considérée comme impossible. L'étude Aviram a montré l'inverse. Le docteur Aviram a pris des patients atteints de sténose carotidienne sévère, une accumulation importante de plaques dans les artères du cou qui alimentent le cerveau, et leur a donné de la grenade quotidiennement pendant 1 an. Le groupe contrôle n'a rien reçu. Après 12 mois, leur épaisseur intima média carotidienne avait augmenté de 9% par an. Progression normale. Dans le groupe grenade, la plaque n'a pas augmenté, elle a diminué. Pas simplement stabilisé, pas ralenti. Jusqu'à 30% de réduction en 12 mois. Les artères carotides de patients atteints de sténose sévère étaient de plus dégagées, à la fin de l'année qu'au début. Leur pression artérielle systolique a chuté en moyenne de 21 points. Grâce aux 5 mécanismes, évacuation des cellules spumeuses, activation de PON1, inhibition des MMP, protection de l'oxyde nitrique, 30% de régression. Dans un domaine où l'objectif maximal est simplement de ralentir la progression, c'est un résultat que Gerald n'avait jamais entendu en 9 ans de statine, un résultat présent dans la littérature scientifique depuis 20 ans Sobel, et pourtant rarement mentionné. Mais il y a une chose essentielle à comprendre. L'étude Aviram n'utilisait pas du jus de grenade commercial. Elle utilisait une préparation contenant l'ensemble du fruit, y compris les parties que l'industrie retire parce qu'elles rendent le produit amer. Le résultat clinique dépendait de toute la chimie du fruit. Ce que la plupart des seniors achètent au supermarché n'en contient qu'une fraction. Les composés les plus puissants ont été retirés. Le produit est sucré, pasteurisé, stable en rayon. Mais ce n'est plus la même chose. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Barbara. Barbara avait 68 ans. Elle vivait à Sacramento. Après avoir vu une vidéo sur les bienfaits cardiovasculaires de la grenade, elle a acheté 3 bouteilles de jus. Elle buvait 8 onces chaque matin, pendant 4 mois. Elle pensait faire quelque chose de bon pour son cœur. À son contrôle 6 mois plus tard, sa plaque n'avait pas diminué. Sa glycémie à jeun avait augmenté. Son cardiologue a noté une résistance à l'insuline. Personne n'a fait le lien. Pourquoi l'aurait-il fait? La grenade est saine. Mais Barbara buvait chaque matin 8 onces de fructose, en pensant prendre un médicament. La pasteurisation avait détruit les punicalagines. Le liquide sucré qu'elle buvait provoquait le stress oxydatif et la réponse insulinique qui endommage le glycocalyx artériel. Exactement l'inverse de ce que les punicalagines naturelles devraient protéger. Elle ne le savait pas. Personne ne lui avait expliqué le piège. Quand Barbara a finalement appris la différence, sa réaction a été un mélange de soulagement et de colère. Du soulagement, parce qu'elle comprenait enfin pourquoi rien n'avait changé. De la colère, parce qu'elle avait passé 4 mois à acheter 3 bouteilles de jus par semaine dans un magasin qui lui vendait du fructose dans un emballage couleur grenade. Le lendemain matin, elle est passée au mélange du fruit entier. Son prochain examen d'imagerie est dans 4 mois. Maintenant, arrêtez-vous un instant, parce qu'avant de mettre ce fruit sur votre liste de courses, avant de conduire au supermarché aujourd'hui pour acheter ce que vous pensez être la solution, je dois vous dire quelque chose que la plupart des seniors n'entendent jamais. Quelque chose qui déterminera si la grenade que vous consommez soigne vos artères ou les endommage. Et la réponse concerne la partie du fruit que presque tout le monde jette directement à la poubelle. Voici le piège. Si vous allez au supermarché et achetez une bouteille de jus de grenade, le jus rouge sucré produit industriellement dans le rayon réfrigéré, vous n'obtenez pas le résultat de l'étude Aviram. Vous n'obtenez pas les punicalagines. Vous ne réveillez pas le tireur PON1.
Vous n'évacuez pas les cellules spumeuses. Vous n'émoussez pas les ciseaux MMP. Vous buvez simplement un système de livraison de fructose qui produit l'effet inverse. Le jus de grenade commercial est pasteurisé, chauffé à des températures élevées qui détruisent les enzymes polyphénoliques et débarrassé des parties amères du fruit pour le rendre agréable au goût. Ce qu'il reste après ce processus est une dose concentrée de fructose pure. Le même sucre qui provoque stress oxydatif, libération d'insuline et, comme nous l'avons vu dans des vidéos précédentes, détruit activement le glycocalyx sur les parois de vos artères. La couche protectrice que vous essayez de reconstruire est chimiquement enlevée par la chose même que vous avez achetée pour protéger votre cœur. La bouteille du magasin ressemble à un médicament. Ce n'est pas un médicament. C'est le processus qui détruit le médicament pour fabriquer quelque chose de suffisamment sucré pour être vendu. Maintenant, voici le véritable retournement de situation, celui qui explique le résultat de l'étude Aviram et, en même temps, pourquoi la plupart des seniors qui ajoutent simplement de la grenade à leur alimentation ne voient d'aucun changement. Pensez à la manière dont vous mangez une grenade. Vous l'ouvrez. Vous passez à travers la membrane blanche intérieure, la moelle, le pit, en vous agaçant parce qu'elle est amère, spongieuse et gêne l'accès aux graines. Vous la jetez, puis vous mangez les graines rouges, sucrées, brillantes. Vous avez l'impression d'avoir mangé un fruit sain. Mais la partie de la grenade qui contient les punicalagines en concentration clinique n'est pas les graines rouges. Ni le jus des graines, ni la partie sucrée. La concentration la plus élevée des composés actifs se trouve dans la moelle blanche intérieure et la peau extérieure épaisse. Les parties qui semblent immangeables, les parties que presque tout le monde coupe et jette à la poubelle. Le médicament est dans la poubelle. La partie sucrée que tout le monde mange est surtout du fructose. Les parties amères, astringentes et peu agréables contiennent l'évacuation des cellules spumeuses, l'activation de PON1, l'inhibition des MMP, la conversion par le microbiome et la protection de l'oxyde nitrique. Il existe encore une couche biologique supplémentaire liée au microbiome intestinal. C'est un mécanisme dont la plupart des gens n'entendent jamais parler. Le principal antioxydant de la grenade est l'acide élagique. Et voici la partie surprenante. L'acide élagique est inutile pour le corps humain tel quel. Les cellules humaines ne peuvent pas l'absorber. Il traverse l'intestin sans être utilisé. Ce que vos bactéries intestinales en font change tout. Certaines bactéries symbiotiques du microbiome transforment l'acide élagique en une molécule appelée urolytine A. L'urolytine A n'est pas un simple sous-produit. Elle entre dans la circulation sanguine, se dirige vers le A muscle cardiaque et les A cellules endothéliales des artères et déclenche un processus cellulaire appelé mitophagie. La mitophagie est le programme de recyclage interne des mitochondries. L'urolytine A identifie les mitochondries anciennes et inefficaces dans les cellules cardiaques, ces centrales énergétiques vieillissantes qui produisent du stress oxydatif, et les élimine. Puis elle force la cellule à créer de nouvelles mitochondries propres et efficaces. Elle rajeunit littéralement les tissus cardiaques au niveau cellulaire. La grenade est la matière première. Vos bactéries intestinales sont l'usine de transformation. Sans microbiome sain, l'acide élagique passe simplement dans l'intestin et sort du corps. L'urolytine A n'est jamais produite. La mitophagie cardiaque ne se déclenche jamais. C'est pourquoi 2 seniors peuvent manger la même grenade et obtenir des résultats cardiovasculaires totalement différents. Pas à cause du fruit, à cause de la population bactérienne dans leur intestin. Et si votre microbiome est trop endommagé pour produire efficacement de l'urolytine? Une étude publiée dans le European Journal of Nutrition a montré qu'environ 40% des personnes seulement produisent de l'urolytine après avoir consommé de l'acide élagique. Et la production varie énormément selon le microbiome. Les seniors ayant pris de nombreux antibiotiques, ayant suivi un régime pauvre en fibres pendant des années ou souffrant de dysbiose intestinale, peuvent ne pas avoir les bactéries nécessaires pour faire la conversion. La grenade passe dans le corps. L'urolytine A n'est jamais produite. La mitophagie cardiaque ne démarre pas. Et la personne se demande pourquoi le fruit qu'elle a ajouté à sa routine matinale ne change rien. Ce n'est pas une raison d'abandonner la grenade. C'est une raison de traiter 2 choses en même temps. La matière première et l'usine qui la transforme.
Un intestin incapable de produire de l'urolytine A est aussi un intestin qui échoue dans de nombreuses autres conversions métaboliques importantes pour la santé cardiovasculaire. Réparer le microbiome et réparer les artères, c'est le même projet. Maintenant, voici comment obtenir réellement le résultat de l'étude Aviram. 2 méthodes. La première est le mélange du fruit entier. Achetez une grenade fraîche, sortez les graines, mais ne jetez pas la moelle blanche intérieure. Gardez-en une bonne quantité, 1 ou 2 cuillères à soupe, et ajoutez-la dans un blender avec les graines et 250 ml d'eau et mixez le tout. Ne filtrez pas. Buvez-le tel quel. Le goût sera amer, astringent, terreux. Comme quelque chose qui n'a pas sa place dans un verre de jus. Cette amertume est celle des labs punicalagine. C'est le goût du médicament. Si cela a un goût chaos doux et agréable, c'est que le médicament a été retiré. La seconde approche est celle qui offre la délivrance clinique la plus constante. Un extrait standardisé de grenade issu du fruit entier. Encapsulé et non sous forme de jus. Standardisé pour contenir au moins 40% d'acide élagique et de punicalagine. La peau, la moelle et les graines sont traitées ensemble puis concentrées. 0 g de sucre. Le pic de fructose est éliminé. La réponse insulinique ne se déclenche pas. Le glycocalyx n'est pas endommagé. Et parce que l'extrait est standardisé, la concentration de polyphénol est constante dans chaque capsule. Ce qu'une grenade fraîche, selon sa maturité et sa variété, ne peut pas garantir. Discutez de toute supplémentation avec votre médecin avant de commencer, surtout si vous prenez des anticoagulants. Car la grenade possède une activité antiplaquettaire légère, qui peut interagir avec certains traitements. Continuez. Tous les médicaments prescrits exactement comme indiqué. Rien dans cette vidéo ne constitue une raison de modifier, réduire ou arrêter un traitement sans l'avis de votre médecin. Voici ce que je veux que vous compreniez avant de vous donner le protocole. Cette vidéo vous a présenté 5 mécanismes et un essai clinique. C'est la science. Mais la science seule n'a jamais inversé la plaque d'une seule personne. Gérald n'a pas inversé sa plaque simplement en comprenant l'étude d'Aviram. Il l'a fait en appliquant un protocole précis, dans un ordre précis, avec des choix d'approvisionnement précis, qui ont transformé la science en actions quotidiennes cohérentes. La différence entre savoir que les punicalagines évacuent les cellules spumeuses et apporter réellement des punicalagines dans votre circulation sanguine, chaque jour à des concentrations cliniquement pertinentes, sans pic de fructose, n'est pas une petite différence. C'est toute la différence entre lire le résultat de l'étude Aviram et le produire. Le cadre éducatif dans la description est cette traduction. Il couvre les en proportion du mélange du fruit entier, qui reproduisent le dosage de l'étude Aviram. Les bons critères de standardisation des extraits, qui distinguent les produits efficaces du simple marketing. Le beau protocole prébiotique, qui soutient la conversion en urolytine, ACOC, chez les seniors dont le microbiome est affaibli. Les analyses spécifiques. LDL oxydé, CIMT, magnésium érythrocytaire, activité PON1, qui révèle ce qui se passe réellement dans vos artères, et le langage exact à utiliser avec votre cardiologue, pour transformer une conversation de 9 ans sur la gestion des chiffres en une conversation sur l'inversion du processus. Ce n'est pas un programme de complément, c'est la préparation à la consultation. Où le cardiologue de Gérald s'est retourné depuis l'écran d'imagerie. Le lien est dans la description. Voici ce que vous pouvez commencer, dès aujourd'hui. Lisez l'étiquette de tout produit à base de grenade que vous possédez actuellement. S'il s'agit d'un jus, d'un mélange ou d'un produit chauffé ou sucré, éliminez-le. Le fructose ne vous aide pas. Si vous mangez de la grenade fraîche, gardez la moelle blanche amère, à l'intérieur. Mixez-la. Ne la jetez pas. Si vous préférez l'approche par extrait, recherchez un extrait standardisé du fruit entier contenant au moins 40% de composés puniques. C'est la spécification qui correspond à l'essai Aviram. Les compléments génériques de grenade sans standardisation ne sont pas équivalents. Soutenez votre microbiome. La conversion en urolytine. A nécessite des bactéries intestinales saines, les aliments fermentés. Kimchi, kéfir, yaourt nature, choucroute, consommés quotidiennement, en sont la base. Sans l'usine de transformation, la matière première est perdue. Et lors de votre prochain rendez-vous,
Demandez à votre cardiologue de tester le LDL oxydé, spécifiquement. Pas le LDL total, pas le ratio, la fraction oxydée. Demandez également un examen, CIMT, épaisseur intima média carotidienne. Si vous ne l'avez jamais fait, laissez Aviram utiliser le CIMT comme mesure principale. C'est l'examen qui montre si la plaque rétrécit réellement. Il ne fait pas partie du panel standard. Vous devez le demander par son nom. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez qui a été rassuré par des chiffres de cholestérol bien contrôlés, mais qui se demande encore pourquoi il ne se sent pas protégé. Ces chiffres peuvent être excellents. Le processus d'oxydation peut quand même continuer. Son HDL peut paraître sain sur chaque analyse pendant que le tireur ponin dort depuis 10 ans. Sa plaque peut sembler stable pendant que les ciseaux MMP amincissent la capsule fibreuse mais par en dessous. Le test qui montrerait la vérité n'a peut-être jamais été prescrit, parce que personne ne lui a dit de le demander par son nom. Le cardiologue de Gérald pense maintenant à 3 autres patients. Partagez ceci avec la personne dans votre vie qui mérite la même conversation. Si vous buviez du jus de grenade en pensant que cela aidait, sans connaître le piège du fructose, laissez un commentaire ci-dessous. Je les lis tous. 6 mois après que Carole a déplacé la petite coupelle en céramique de l'autre côté du plan de travail, quelque chose d'autre a pris sa place. Gérald est retourné voir son cardiologue, 6 mois après avoir changé son protocole. Pas avec des chiffres de cholestérol plus bas, ils étaient déjà excellents, avec une imagerie. La mesure CIMT qui n'avait jamais été prescrite en 9 ans de consultation. Carole l'avait conduit. Elle attendait dans la salle d'attente avec le même livre de poche qu'il avait abandonné là 6 mois plus tôt, toujours non lu. Quand Gérald est revenu au parking, elle a regardé son visage, avant qu'il ne dise quoi que ce soit. Ils étaient mariés depuis 43 ans. Elle connaissait la différence entre son expression neutre et celle qu'il portait. Il lui a dit le chiffre, la mesure, la direction dans laquelle elle avait évolué. Elle a dit « Donc ça a marché ». Il a répondu « Quelque chose fonctionne ». Son cardiologue était resté longtemps devant l'écran d'imagerie avant de se retourner. Il a dit qu'il voulait comprendre exactement ce que Gérald avait changé. Pas pour le décourager, parce qu'il pensait déjà à 3 autres patients. Le protocole complet, ce que Gérald a changé, dans quel ordre, à quelle dose, avec quel soutien du microbiome, se trouve dans la description. Non pas pour remplacer la discussion avec votre cardiologue, mais pour vous y préparer. Parce que le cardiologue de Gérald pense maintenant à 3 autres patients. Et votre médecin mérite d'avoir la même conversation. Le protocole qui a produit ces résultats est là aussi. Le lien est ci-dessous.